Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 4 octobre 2022. Voici les principaux titres. Les policiers de Kayogoro percent les rayons des motos pour arrêter leurs conducteurs. Les habitants de cette commune de la province Makamba dénoncent aussi la spoliation de leurs marchandises par ces policiers. Vous allez les suivre tout à l'heure. Et la politique nuit à l'éducation, dénonce l'éducatrice Elari Nivizi suite aux formations du parti au pouvoir dispensées depuis un certain temps dans certains établissements scolaires. Et les propriétaires des terres de Kizingwe Vihara rappellent au président de la République que leurs terres ne leur sont pas encore restituées, même s'ils lui avaient soumis la question. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Parlons du dossier Kira Hospital pour commencer. Il y a bouleversement total dans ce dossier, dans sa cellule à la prison centrale de Mimba. L'avocate du docteur Christophe Sahabo, maître Sandra Ndaizeye, s'incline devant ses adversaires et retire toutes les plaintes et correspondances qui condamnaient ceux qu'elle avait placés sur le banc des accusés. Il s'agissait des messieurs Charles Ndagijimana et Sylvain Pierre Nzeimana, successivement président du conseil d'administration et directeur de l'hôpital Kira Hospital, tous ad intérim dans des correspondances sous couvertes par le directeur de la prison de Mimba, maître Sandra Ndaizeye, retire toutes ses charges et présente ses excuses aux accusés. Des sources proches du dossier indiquent que l'avocate était sous menace des services des renseignements depuis dimanche dernier. Nous y reviendrons. Il y a également des zones d'ombre et des mensonges qui subsistent autour de la crise du carburant au Burundi, même si le président de la République avait déclaré qu'actuellement, il se chargeait lui-même de la problématique en désignant la Régie des eaux comme nouvel importateur. L'entreprise Interpétrol, qui avait le monopole dans ce commerce avant d'être écartée, vient de reprendre la main. Plus d'un se demande ce qui se cache derrière ce tour de passe-passe. Josiane Mouzaneza. C'est fini. Ce discours a été tenu par le numéro 1 burundais vers la fin du mois d'août 2022. Il se targuait d'avoir démasqué les détracteurs du pays qui faisaient tout pour freiner tous ces projets de développement, notamment en cachant le carburant afin de créer du désordre. Ce jour-là, Évariste Ndayishimiye s'en est pris aux opérateurs, surtout les importateurs du carburant qu'il a qualifiés de démons et a juré de ne plus leur confier ce secteur, vu qu'ils ont perdu toute sa confiance. On donne à un opérateur de devises pour qu'il aille s'approvisionner en carburant et il fait exprès d'aller l'acheter très loin juste pour créer la frustration au sein de la population en vue de susciter une révolte. Il y en a même qui ont caché le carburant qu'ils avaient et planifié d'organiser des manifestations pour créer le chaos semblable à celui de 2015. Mais grâce à Dieu, le même samedi où il planifiait manifester, on a pu disponibiliser ce carburant. Imaginez-vous quelqu'un à qui on a donné de l'argent depuis ce mois de juillet et qui ne nous a toujours pas livré le carburant. Pourtant, moi j'ai pu le faire en seulement 5 jours et ils ont osé se plaindre, soi-disant que le président s'est ingéré dans leurs affaires sans les consulter. Mais comment peut-on demander à Lucifer de nous aider à chasser les démons? Donc j'ai pris ça en main et je ne comptais pas lâcher prise. Quelque temps après, un autre joker est apparu. Il s'agit du politique pasteur Habimana. Ce dernier affirmait que si on lui en donnait l'autorisation, il disposait d'une quantité de carburant qu'il pouvait vendre au Burundi en monnaie locale pour contourner le problème de devise, jurant même que le Burundi pourrait également desservir les autres pays de la sous-région en carburant. Après lui, ce fut le tour de la Régie des eaux d'annoncer que c'est elle qui allait dorénavant s'occuper de l'importation et de la distribution de ces torts noirs, un fait qui a beaucoup surpris plus d'un, surtout que cette entreprise étatique avait déjà du mal à accomplir sa mission de distribution d'eau et d'électricité, en plus de ne disposer ni de stations-service ni de camions-citernes, d'où certains ont commencé à soupçonner des magouilles. Pire encore, les détracteurs d'hier appelés démons se sont vus restituer ce marché de carburant.
En effet, pas plus tard que ce dimanche, Interpetrol, une société qui a toujours eu le monopole du commerce du carburant au Burundi, a annoncé avoir repris ses activités en important 6 à 8 millions de litres d'essence comme première livraison, ce qui a encore une fois suscité des doutes et inquiétudes auprès de ceux qui soupçonnaient déjà un détournement de fonds suite au flou qui a toujours entouré l'octroi de ce marché du carburant à la Régie des eaux. Au vu de tout ça, certains se demandent aujourd'hui si finalement le carburant, soi-disant importé par la Régie des eaux, ne serait pas le don de la Russie au Burundi, comme cela avait été annoncé par l'ambassadeur de la Russie au Burundi via le compte Twitter de la radio Isanganiro. Et plus d'un de s'interroger sur la destination de l'argent tiré de cette vente, surtout qu'une grande partie a été vendue en République démocratique du Congo par l'entreprise Prestige qui appartiendrait à la première dame. Dossier à suivre. Je vous le disais dans les titres, il y a 3 mois, ils avaient sollicité l'intervention du président de la République pour que leurs terres leur soient restituées. Selon les propriétaires des terres au quartier Kizingwe Vihara de la zone Kanyosha en commune Muha, nous sommes dans la mairie de Bujumbura, la réponse du chef de l'État tarde à venir alors que le ministère de tutelle avait échoué. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Cette lettre émise par les propriétaires des terrains se trouvant dans la localité Kizingwe Vihara, zone Kanyosha, commune Muha, en mairie de Bujumbura, date du 29 juin de cette année. Dans la dite correspondance adressée au président de la République, cette population demandait au président Évariste Ndayishimiye de les rétablir dans leurs droits en leur octroyant leurs terrains car, explique-t-il, ils ont été spoliés. Ces propriétaires terriens s'inquiètent donc de l'inertie du président face à leurs doléances au moment où ils représentent, selon eux, leur dernier recours. L'un d'eux raconte. Nous supplions au président de la République de nous aider à trouver solution à notre problème. Lui seul pourrait nous rétablir dans nos droits. Il se pourrait que la correspondance que nous lui avons adressée ne lui est pas parvenue car on n'a pas eu de réponse. Nous voudrions qu'il entende nos cris afin que nos parcelles nous reviennent de droit. Nous trouvons que nous avons été spoliés de nos terres par le gouvernement. Selon ces propriétaires des parcelles de Kizingwe Vihara, la raison qui les a poussés à solliciter le président est que le ministre ayant la gestion foncière dans ses attributions leur a maintes fois promis de résoudre ce problème, mais en vain. À l'issue du dialogue avec le gouvernement, nous nous étions entendus que le gouvernement allait nous remettre nos parcelles après la viabilisation, mais cette clause n'a pas été respectée. Nous avons saisi le ministère et à la gestion de ses attributions pour résoudre cette problématique. L'ex-ministre du ministère nous avait promis qu'avec le mois de novembre 2021, tous les propriétaires des terres de Kizingwe, Vihara auront eu leurs parcelles, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Franchement, nous ne savons pas le péché que nous avons commis pour ne pas avoir nos parcelles. Ces parcelles nous appartiennent et tout ce que le gouvernement nous a demandé de faire dans le cadre de la viabilisation, nous l'avons accompli. Par ailleurs, ça fait des années que la viabilisation est terminée. Les propriétaires des terres de la localité de Kizingwe Vihara sont à plus de 4000. Ces travaux de viabilisation par le gouvernement ont commencé en 2012. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter le cabinet du président de la République, mais sans succès. Le Burundi continue à essuyer des échecs dans ses procès dans la Cour de justice de la communauté est-africaine. Cette cour vient d'ordonner la restitution des terres de Kizingwe à la succession Sebatutsi. Ces terres lui avaient été retirées suite à la décision de la CNTB, Onésime de Shimagize. Dans la conclusion du jugement rendu le 30 septembre cette année, la Cour de la communauté est-africaine a déclaré non fondée la décision du défenseur, le procureur général de la République du Burundi, par l'intermédiaire du tribunal spécial d'annuler le titre de propriété du requérant Francis Ngaruko. Ainsi, selon la copie de ce jugement, la Cour a ordonné que le défenseur devra restituer la propriété au requérant immédiatement. Ainsi, selon la copie du jugement, la Cour a ordonné que le défenseur devra restituer la propriété au requérant immédiatement ou lui payer une compensation adéquate pour la propriété sur base de la valeur marchande actuelle et devra également payer au requérant les frais de ce renvoi. Ce jugement concerne un litige dont le requérant est Francis Ngaruko représentant la succession de fait Évariste Sebatutsi.
et le défendeur étant le procureur général de la République du Burundi qui poursuivait le dossier au nom du gouvernement de la République du Burundi en qualité de conseiller juridique principal du gouvernement. Selon la copie du jugement, l'objet de litige est un terrain situé au quartier Kizingwe en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. En 2014, lit-on dans la copie de jugement, un groupe de résidents a déposé une plainte auprès de la Commission nationale des terres et autres biens se réclamant propriétaire de ces terres, mais la commission foncière a rejeté les revendications. Il a cependant décidé que le requérant et son défunt père n'avaient pas non plus droit à la propriété, déclarant plutôt que le terrain était une propriété de l'État. Le requérant avait fait un nouveau recours devant la Cour spéciale des terres et autres biens, premier degré, mais toujours la raison était donnée à la partie gouvernementale. Sans se décourager, indique la copie du jugement. Le requérant a fait un nouvel appel devant le tribunal spécial, deuxième degré, mais le jugement était le même. À la Cour de la communauté est-africaine, Francis Ngaruko avait déposé ce dossier contre le procureur général de la République du Burundi en 2019 et cette Cour avait recueilli la demande en février 2020. Un audit est nécessaire pour détecter les problèmes qu'il y a entre la société qui s'occupe de la distribution d'eau et d'électricité au Burundi, la Régie des eaux. C'est du moins les propos de Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM. Pour Faustin Ndikumana, il est incompréhensible qu'une telle société se retrouve toujours dans des problèmes qui ne trouvent pas de solution. Depuis un certain temps, on voit que la Régie des eaux éprouve des difficultés au niveau de l'investissement parce qu'on voit des pénuries de l'eau ici et là, il y a des problèmes de raccordement à l'électricité alors que ce sont des préalables au niveau de la promotion de l'environnement des affaires. On voit vraiment qu'il y a des difficultés au niveau du plan stratégique d'investissement de la Régie des eaux pour faire face aux besoins grandissants liés même à l'élargissement, à l'agrandissement des villes ou des besoins en eau et en électricité. Et il faut voir, est-ce que la Régie des eaux, sa capacité financière, si elle est auditée, elle est capable de faire face à ça. Y a-t-il des difficultés liées à un endettement ou bien des gens qui n'ont pas remboursé les dettes envers la Régie des eaux? Il faut une situation bien auditée, financière, qui prouve les capacités de la Régie des eaux et puis voir si le plan des besoins au niveau opérationnel, au niveau stratégique, si la Régie des eaux est capable de faire face à ça. Sinon, le gouvernement doit intervenir à travers l'administration ministérielle, voir si certains ministères, comme le ministère de l'énergie et mines, d'autres ministères, en l'occurrence le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, pour voir si réellement il ne peut pas y avoir une synergie d'action par rapport aux sociétés d'actions de la Régie des eaux. Sinon, il est difficilement de savoir actuellement pourquoi la Régie des eaux traîne les pieds au niveau de sa capacité de réinvestissement pour faire face à ses besoins en eau et en électricité. Nous recommandons alors un audit d'abord indépendant pour prouver la capacité de la Régie des eaux, pour la renforcer au niveau financier, pour l'aider à surmonter ces difficultés, pour y avoir un plan stratégique à court, long, moyen terme pour faire face à ces besoins. S'il advient que le gouvernement puisse intervenir, il faut qu'il le fasse pour vraiment aider à ça. Parce qu'après tout, c'est le gouvernement qui doit disponibiliser ses services auprès de la population. J'imagine qu'il faudrait faire une analyse du ministère du budget de l'État, l'affectation budgétaire, parce que les priorités des priorités, c'est que les populations aient accès aux services de base comme l'accès à l'eau. Et c'est censé me communes dans la capitale, la ville, ne puisse pas avoir une case suffisante de l'eau alors que c'est dans la ville de Bujumbura où il y a une agglomération des populations beaucoup plus importante par rapport aux autres localités, même sans chef-lieu de province à l'intérieur du pays. J'imagine qu'il faut faire attention pour prendre des solutions concrètes, liées d'abord à voir comment établir la situation réelle de la Régie des eaux et faire un plan stratégique pour faire face à ces urgences. Entre-temps, concernant la pénurie de l'eau potable qui s'observait dans différents quartiers du sud de Bujumbura, la Régie des eaux fait savoir que cela était dû à une panne survenue sur la pompe qui alimente les quartiers du sud de Bujumbura. La Régie des eaux indique que ce problème a été résolu. Dans un instant, nous parlons éducation.
Les formations politiques qui sont en train d'être dispensées par le parti au pouvoir dans différents établissements scolaires après les heures de cours sont des formations qui ne sont pas ordinaires car elles sont nocives et s'opposent au droit à l'éducation des enfants. Selon Eulalie Niyibizi, c'est le ministre ayant dans ses attributions l'éducation qui a droit d'autoriser les activités qui se déroulent dans le milieu scolaire. Suivez plutôt Eulalie Niyibizi. Ces formations, ça sort de l'ordinaire et même c'est nocif, c'est dangereux pour les droits de l'enfant et pour l'avenir de la nation. Ces formations sont à déconseiller parce que ce sont des formations que le parti au pouvoir organise unilatéralement. Il est interdit par une décision du ministère ayant l'enseignement dans ses attributions d'organiser des activités non scolaires dans les écoles, à savoir les cours d'histoire par les enseignants, les prières pour les églises, mais aussi le sport et d'autres activités. Si le ministre a pris la décision de protéger l'école, parce que vous savez bien que le milieu scolaire est un milieu politiquement neutre, c'est clair, noir sur blanc. Dans ce cas-là, pourquoi le parti au pouvoir aurait le droit d'organiser des formations sur l'idéologie du parti? Une formation qui prive à l'enfant ses droits, c'est-à-dire les droits de bénéficier de l'éducation civique et ordinaire qui est organisée à l'école. Une formation à l'école qui forme le citoyen à la responsabilité, à la tolérance, à la paix. Mais le parti au pouvoir enseigne la discrimination. L'intolérance politique entraîne les enfants à l'impunité en garantissant que les enfants qui auront adhéré à ce mouvement de la jeunesse du parti au pouvoir, qu'ils seront protégés contre l'échec, que s'ils n'ont pas de bons résultats, ils vont leur donner des résultats gratuitement. Ce sera un échec réel, mais ils vont lui donner des points sur papier. Mais cela ne peut pas se faire. Ces formations qui disent à l'enfant que s'il a des problèmes, s'il est indiscipliné, le parti va intercéder. C'est une formation à l'indiscipline, à la rébellion. Cette formation qui est donnée à des enfants dans une école, parallèlement à la formation scolaire normale, est une formation nocive qu'il faut déconseiller. Cette formation qui interdit à l'enfant de dire la vérité aux parents sur le contenu de la formation, ça c'est pas une formation à organiser dans les écoles. Et c'est pourquoi je voudrais interpeller le ministre ayant en charge l'éducation, parce que l'autorisation d'entrer dans les écoles, normalement, c'est une autorisation qui provient du ministère. Seul le ministre a le droit d'ouvrir au public l'accès dans les écoles, l'accès dans les classes. Comme il a sorti une décision pour interdire d'organiser dans les écoles des activités qui sont contraires à l'éducation scolaire, c'est lui-même qui maintenant doit protéger sa décision. C'est lui-même qui doit maintenant imposer le respect de la réglementation. C'est lui-même qui doit protéger les écoles contre l'incursion des partis politiques afin d'éviter que les confrontations politiques que nous voyons sur le terrain, en dehors de l'école, dans les milieux ruraux, partout, sur la voie publique, pour éviter que dans les écoles, ils s'organisent les mêmes confrontations. Parce que tous ces enfants-là ne sont pas nécessairement du parti au pouvoir et par ailleurs, ils n'en ont pas le droit. L'éducatrice Eulalie Niyibizi demande aux parents et aux enseignants de protéger l'éducation et aux élèves de se souvenir du passé pour bien préparer leur avenir. J'interpelle les parents pour qu'ils s'organisent, ils ont des comités de gestion de l'école et qu'ils contestent l'organisation de ces formations. J'interpelle les enseignants à tous les niveaux de faire respecter leur éducation, parce que cette éducation, comme nous avons pu l'entendre de la part des enfants eux-mêmes et de la part des parents, cette formation qu'on leur donne est une formation nocive. Et les enseignants sont les premiers à protéger l'éducation qu'ils donnent à l'école afin qu'il n'y ait pas d'interférence d'un parti politique, même s'il serait porté par l'un des professeurs. Je conseille donc à ces éducateurs de protéger le milieu scolaire et c'est le ministre qui est à la tête de cette initiative de protection de sa décision, de la protection du milieu scolaire. Je demanderai à ces enfants-là à ne pas, ces gens-là qui viennent les former à la désobéissance, qu'ils viennent les former à l'oisiveté, qu'ils viennent leur dire qu'en cas d'échec, ils auront des résultats parce que ces résultats ne seront pas réels. C'est pourquoi, à mon avis, le ministre doit prendre le premier la responsabilité de protéger l'école. Eulalie Niyibizi réagit suite aux formations politiques dispensées par le parti CNDD-FDD au sein des différents établissements scolaires du pays.
Restons dans ce secteur. Le gouvernement du parti CNDD-FDD semble complètement avoir échoué dans l'organisation de l'éducation. Réaction de Charles Nditidje après que le porte-parole du ministère de l'Éducation a appelé les directeurs des écoles à régime d'internat à s'atteler à l'agriculture afin de pouvoir nourrir les élèves. Selon ce politique, même les espaces cultivables qui devaient être exploités par les établissements scolaires reviennent plutôt aux hautes autorités du pays. Suivez Charles Nditidje. Pour moi, c'est une véritable honte, c'est une capitulation quand le gouvernement CNDD-FDD ose dire que pour nourrir les élèves dans les internats, il faudrait que les directeurs d'école s'adonnent à l'agriculture, qu'ils cultivent différentes plantes pour pouvoir nourrir les élèves et suppléer aux 900 francs que donne le gouvernement. Ce n'est pas imaginable, c'est impensable, c'est honteux parce que, premièrement, il n'y a pas assez de terrain dans les écoles que je connais. Et deuxièmement, il n'y a pas le temps matériel. Les élèves ne sont pas là à l'école pour cultiver, pour s'adonner à la culture des champs. C'est pas leur mission première. Ensuite, pour pouvoir produire suffisamment pour nourrir les élèves, il suffit pas d'avoir même ces espaces suffisants. Il faut d'abord avoir aussi des engrais, il faut avoir des semences sélectionnées, il faut entretenir ces champs. Cela demande des coûts. En plus, quand même, il y aurait de l'espace et oser ajouter que avec ces récoltes, avec ces vivres, ces cultures, les salaires des enseignants seront augmentés à partir des bénéfices tirés de ces cultures. C'est franchement inimaginable, impensable. Ils ont complètement perdu la tête. Et pourtant, ils ont plein d'hectares, à commencer par le chef de l'État à gauche à droite, il récolte, on voit des sacs de maïs, des sacs de pommes de terre, devrait normalement mettre ces récoltes à la disposition des élèves qui sont dans les internats pour suppléer à l'insuffisance des 900 francs qu'ils donnent par élève, et parce que ces propriétés sont des propriétés de l'État qui s'approprient. Donc, la solution n'est pas là pour moi. Rendons-nous à Muyinga à présent, où certains agriculteurs de la commune Gassogwe indiquent qu'ils rentrent souvent près d'Ouille lorsqu'on leur donne des rendez-vous pour récupérer l'engrais. Ces agriculteurs indiquent qu'ils font pourtant un long trajet pour arriver sur les lieux de distribution. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Les agriculteurs de la commune Gassogwe qui avaient payé de l'avance sur l'engrais rencontrent de difficultés à être servis. Selon ces derniers, une fois qu'ils vont chercher de l'engrais, on les fait des rendez-vous et rentrent souvent sans être servis. Ce qui se fait dans la distribution de l'engrais ici à Gassogwe est vraiment déplorable pour un agriculteur. Avoir payé l'avance pour l'engrais, mais peiner pour en avoir. On te donne des rendez-vous sous prétexte que les quotas sont terminés. Pourtant, un agriculteur pour arriver au lieu de distribution, il utilise un ticket variant entre 4 000 et 5 000 par jour, mais n'empêche que celle-ci rentre sans être servi faute de gestion. Ces rendez-vous pour des personnes qui sont venues de très loin leur placent dans une situation de perte. Et d'ailleurs, selon notre source, certains disent qu'ils pourraient préférer acheter de l'engrais chez les autres. Imaginez-vous un agriculteur qui croyait qu'il allait faire des bénéfices, mais se retrouve dans une position de perte avant même de planter quoi que ce soit. Pour seulement des jours, il y a 8 ou 10 000 qui s'ajoutent. Vous comprenez qu'il y aura des agriculteurs qui ne pourront plus payer cette avance à cause de ces RT injustifiés. Les agriculteurs indiquent donc qu'ils sont attristés de voir que ceux du projet Touboura sont toujours bien servis à l'instar des autres qui ont placé au sein des postes ECOPEC. Ils demandent aux responsables de trouver une solution à ce problème. Pour clore cette édition, je vous le disais également en titre, les habitants de la zone Gatavo, commune Kayogoro, nous sommes dans la province Makamba, s'insurgent contre le comportement des policiers qui usent des bois pour percer les rayons des motos comme méthode de les arrêter. Selon ces habitants de Gatavo, ces policiers procèdent également à la spoliation des marchandises en provenance de la Tanzanie. Plus de détails avec Eric Nyonzima.
Ces habitants de la zone Gatabo, commune Kaïgoron, font savoir que les policiers utilisent des bois qu'ils introduisent dans l'arrière des motos lorsqu'ils veulent les arrêter. Une chose qui, selon ces habitants de Gatabo, peut causer des accidents. Notre source dans cette commune indique qu'un jeune garçon a failli faire un accident parce qu'ils ont pris sa moto de cette façon. Notre source ajoute aussi que ces policiers ne portent même pas souvent leur tenue. Cette problématique en rapport avec les motos, nous l'avons soulevée et incité là-dessus. Nous avons demandé pourquoi un policier doit utiliser un bois qui perce les rayons d'une moto pour l'arrêter et pour que son conducteur passe un accident. Ou bien pourquoi un policier pousse le conducteur au lieu de l'arrêter comme ils le font en utilisant un bras afin d'éviter de causer des accidents. Les habitants de cette commune indiquent que ce comportement cache le vol et la demande des ponts d'OV parce que ces policiers demandent de l'argent avant de remettre les motos confisquées. Mis à part cela, notre source fait savoir qu'au cours de la semaine dernière, les policiers ont spolié un vélo et le carburant d'un commerçant qui venait de la Tanzanie. Il y a un cas qui s'est passé la semaine dernière. Ils ont spolié un vélo neuf d'une personne et tout ce qu'il ramenait de la Tanzanie. Elle rentrait de la Tanzanie où il était parti acheter du carburant vu que ce produit est rare au pays. Ils ont pris son vélo et tous les 3 bidons qu'il avait sur lui. Il a dit au chef de zone que ce dernier a exigé qu'on lui remette ses biens et son vélo, mais ils ont refusé. Vous comprenez que nous sommes en difficulté. Il demande aux administratifs et aux responsables de la police de les remettre à l'ordre et de les exiger de travailler pour le bien de la population. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Antoine Ndagijimana sans succès. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 4 octobre 2022. Merci à vous tous que nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.